Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, distingués participants, chers amis, Monsieur le ministre d'État, je vous remercie de m'avoir accordé les 10 minutes parce que pratiquement on arrive à la fin, parce que le lundi, ce n'est pas possible que ce soit là le matin. J'interviens à la fin, parce qu'en réalité, tout a été expliqué, tout a été dit. Il m'a été demandé de parler de la lutte contre l'impunité et la corruption. Je corrige le titre. Il s'agit de la lutte contre l'impunité. Dans la lutte contre l'impunité, il y a deux bras. L'impunité des violations graves, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et l'impunité de la corruption et des crimes de prévarication. L'impunité, ça signifie qu'on ne punit pas, on ne sanctionne pas les violations graves, les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Qu'est-ce que sont ces crimes? Le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression, comme cela a été défini tout à l'heure. Jamais puni. L'état des lieux, c'est que les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, aujourd'hui, essentiellement à l'est de notre pays, c'est autour de 10 millions et 15 millions de morts. L'impunité, c'est qu'on ne punit pas 15 millions de morts, alors qu'on a quelle justice? Est-ce qu'on peut dire dans un pays qui a une justice, lorsque les magistrats n'apportent pas de réponse sur 15 millions de morts? Est-ce qu'on peut parler de l'état de droit? Nous avons un problème au Congo. Nous parlons justice. Et tous les jours, nous vivons avec nos 15 millions de morts. Et au moment où nous parlons, les gens sont en train d'être massacrés à l'Est. Aucune réponse pratique. Silence. Déni de justice. Rapport mapping. Silence. Ce sont les conflits fonciers, les conflits de maisons, mais 15 millions de morts, aucune réponse. Impunité, c'est cela. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas notre justice. Et là aussi, est-ce qu'on peut considérer que ce sont les magistrats qui ne veulent pas punir ces 15 millions de morts et punir les auteurs de ces crimes? Ce sont des magistrats parce que la justice est malade. De l'autre côté, les crimes contre le patrimoine et le bien commun, le bien de l'État, notre patrimoine, l'argent de l'État. Mes prédécesseurs ont défini, ont donné les faits, comme on dit, les scènes, toutes les scènes de crimes, de détournement des deniers publics, de corruption, tout a été défini. Là aussi, on nous dit, en termes de référence, que de 2020 à 2023, nous sommes 162e pays sur 80. 80 moins 162, 180, ça fait 18. Nous sommes le 18e pays le plus corrompu du monde. Du monde! Nous sommes, oui, parce que nous sommes 162e dans les critères, dans les listes. Transparence, 162e sur 180. Mon ami et frère Gilles Aliguet l'a dit. Et on était content parce qu'on a vu l'effort qui a été fourni. Nous avons gagné 4%. Mais est-ce qu'un enfant qui est à l'école, il vous amène les résultats au bout de 3 ans? Il était 30e. Il devient 29e, il devient 28e avec 20%.
allez être content. Vous voyez? Mais c'est là notre situation par rapport à l'indice de perception de la corruption. Les ministres, les officiels, les professeurs, nous devons dire que nous sommes les professeurs de droit et de droit pénal dans le 18e pays le plus corrompu du monde. La conséquence, c'est quoi? En fait, la maladie de la justice, c'est ça. La honte d'État. Nous sommes une population qui devrait avoir honte. Et nous sommes collectivement responsables de la maladie de notre justice. Et non pointer que les magistrats. Nous y sommes tous. On ne peut pas, par rapport à notre pays de justice, par exemple, aujourd'hui, faire le procès de la magistrature. Ils ont leur tort, nous avons la nôtre. Ils ont leur tort, nous avons aussi notre tort. Face à ces tableaux de l'impunité, l'impunité, ça dit, nous ne punissons pas les crimes les plus graves. Vous savez, les valeurs dans le code pénal. Le code pénal, c'est quoi? Le code pénal, c'est un ensemble de valeurs. C'est ça la fonction axiologique du code pénal. Un ensemble de valeurs sans lesquelles il n'y a plus d'État. Parmi ces valeurs, il y a une hiérarchie, je l'avais dit la dernière fois. La première valeur que le code pénal protège, c'est la vie. C'est pourquoi les atteintes à la vie sont sanctionnées des peines les plus graves. L'assassinat, c'est le meurtre. Et là, le meurtre, plutôt l'assassinat, c'est la peine de mort. Puis le code pénal sanctionne les crimes contre le bâtiment, contre les biens. La soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui, les détournements, la confusion, tous les crimes de prévarication, le bloc. Nous perdons des milliards de dollars, des milliards. Le gouvernement peine à nous amener 18 milliards cette année, ce qui est déjà un effort parce que c'était un 400 milliards. Mais est-ce que 100 millions de Congolais vont vivre des 18 milliards? C'est comme si on était 10 dans une maison et que papa remettait à la maman 50 $ pour le compte du mois pour manger. Mais dès qu'on voit ça, on sait qu'on mourra de faim. Notre budget, est-ce qu'il représente le nombre de Congolais que nous sommes? Conséquence de quoi? De l'impunité dans le secteur de vol, de la corruption, des détournements de deniers publics. Quelles en sont les causes par rapport aux violations des droits de l'homme? Les causes. On a rédigé les textes de loi, la Constitution notamment, pour prévoir des immunités qui ne permettent pas aux magistrats congolais aujourd'hui de pouvoir poursuivre les grands auteurs de ces différents crimes plutôt. Et ce blocage-là n'est pas imputable à la magistrature, c'est nous tous. Comment le magistrat va-t-il poursuivre un ministre, un député, un sénateur qui est protégé par des immunités constitutionnelles sans les avoir effacées? Ça, c'est un aspect. Les immunités, tout s'est soldé par les accords politiques. Je l'avais dit, celui qui tue une personne qui va à Makala, on l'exécute, la sanction au bout de toute la procédure. Il est bizarre. Pour nous entretenir sur le thème suivant, contentieux internationaux de la RDC de points, quelles initiatives internationales pour répondre à l'agression à l'est de la RDC? Son Excellence, vous avez la parole en 15 minutes, merci. Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais, avant toute chose, exprimer mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a
voulu que nous puissions revenir sur l'évaluation de notre justice à travers ces assises. Je voudrais aussi mentionner l'implication totale de son Excellence, Madame la Première ministre, qui a beaucoup soutenu le ministère. J'exprimerai aussi toute mon admiration pour son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce que aussitôt que nous sommes arrivés au ministère de la Justice, ça n'a pas pris une semaine qu'il était capable d'identifier tous les problèmes qui minent notre justice. Et parmi les initiatives qu'il a conçues, il y avait notamment la proposition faite au chef de l'État et à la Première ministre pour que nous ayons ces assises. Remerciements à vous aussi, panélistes et distingués invités, pour votre présence à nos travaux. Votre présence fonde l'espoir de notre peuple que les États généraux de cette fois-ci auront un impact réel et pérenne sur notre justice. Je note qu'au moment de la préparation des termes de référence, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, avait émis le vœu que le citoyen congolais lambda prenne part à ces travaux. Ainsi donc, les recommandations qui sortiront de nos travaux et qui devront être appliquées cette fois-ci seront l'œuvre non seulement des initiés, mais elles doivent aussi tenir compte des destinataires, c'est-à-dire du peuple. Ceci dit, j'aborde le sujet qui m'a été confié. Madame la doyenne, modératrice, vous venez de le rappeler, je vais vous entretenir sur le contentieux international de la RDC. Quelles initiatives internationales pour répondre à l'agression à l'est de la RDC? Je commence par l'intituler. C'est-à-dire que nous n'allons pas confondre les contentieux internationaux en tant qu'une série de dossiers, je vous en ferai part, et le contentieux international en tant que branche. Parce que très souvent, quand nous nous adressons souvent aux journalistes, ils nous demandent pourquoi vous ne dites pas contentieux internationaux. Vous êtes vice-ministre de la Justice et contentieux internationaux. Donc il y a eu une erreur dans l'ordonnance. Je leur dis non. Là, il s'agit d'une branche. C'est-à-dire que les travaux que nous avons aujourd'hui planchent sur un volet important de la justice. Nous ne sommes pas dans le cadre national, pas dans la justice interne, nous sommes dans la justice internationale. Et cela a un impact sur nos travaux. Vous allez vous rendre compte que si dans d'autres panels, nous pouvons faire l'inventaire des textes que nous avons et des choses que nous devons faire en termes de réformes normatives ou encore en termes de pratiques, nous pouvons facilement décider et y aller directement. Mon prédécesseur, devant cette tribune, venait de le dire, il y a des difficultés. Et quel texte pouvons-nous prendre, nous, RDC, pour pallier à l'agression dont notre pays est victime, principalement à l'Est? Je dirais nos travaux. Et ici, vraiment, j'attire votre attention
sur cela. Nos travaux doivent, en ce qui concerne le contentieux international, fournir des stratégies. Des stratégies qui peuvent permettre à la RDC de mieux profiler sa manière d'agir au niveau international, parce que nous ne décidons pas à ce niveau-là seuls, mais nous décidons en rapport avec les autres États et organisations internationales. Alors, très rapidement, ce point, je l'aborde en 4 sous-points. Le premier, c'est la définition du concept contentieux international. Deuxièmement, la définition du concept d'agression. Troisièmement, qu'est-ce qui est fait dans le cadre du contentieux international pour répondre à l'agression dont notre pays est victime à l'Est? Et puis, quatrièmement, et c'est là qu'interviendra la réponse, quelles sont les perspectives? En termes de définition du contentieux international, et parce que nous sommes contraints par le temps, je vous fais grâce de beaucoup de détails en vous priant de noter que est contentieux international pour la République démocratique du Congo tout conflit judiciaire au niveau international ou impliquant un élément d'extranéité, c'est-à-dire que c'est en rapport avec un autre pays. Ça atteint le niveau international. Notez l'élément extranéité. Alors, un conflit impliquant un élément d'extranéité, mais avec les intérêts de la République démocratique du Congo mis en péril, nous sommes dans le contentieux international. En m'occupant de ces secteurs dans le gouvernement, je travaille sur les contentieux qui ont un caractère économique. Là, vous avez tous les dossiers avec les fonds vautours qui attaquent la RDC et demandent des sommes colossales. Et quand vous vérifiez la procédure, vous vous rendez compte que c'est des procédures, des dossiers montés de toutes pièces. Nous avions pris l'engagement devant la nation de faire en sorte que l'État congolais n'ait plus à payer là où il ne doit pas payer. Jusqu'ici, ça n'est pas arrivé, Dieu merci, et nous continuons à nous battre partout où les intérêts de la RDC sont menacés sur le plan économique. Bon, il y a aussi un volet droit public. Et c'est dans le volet droit public qu'il y a toutes les affaires en rapport avec les autres États. Je passe à la définition du concept d'agression. J'ai suivi que tous mes prédécesseurs ont défini le concept d'agression. Ici donc, je mentionnerai que la première définition du concept d'agression vient de l'Assemblée nationale des Nations Unies qui avait pris une résolution, dite résolution 3314, le 14 décembre 1974. Et cette définition comporte tous les éléments dont nous ont fait grâce les intervenants qui m'ont précédé. À côté de cette définition, il y a l'interprétation de la Cour internationale de justice. Parce qu'à l'heure actuelle, au niveau international, la seule juridiction qui est encore habilitée à traiter du crime d'agression, c'est la Cour internationale de justice. Je reviendrai sur les tentatives que nous sommes en train d'organiser pour que la CPI, ou Cour pénale internationale, ait aussi la possibilité d'examiner, de traiter des affaires relatives aux crimes d'agression.
Voilà. À part cette définition-là, la CPI, il nous a été dit ici qu'en 2010, la CPI a revu la définition, plutôt ses compétences, parce qu'actuellement, la CPI est compétente pour le génocide, le crime d'agression, pardon, le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Alors, le but des travaux de 2010 était d'introduire le crime d'agression dans les compétences de la CPI. Je voudrais y aller vraiment calmement, parce que je l'ai mentionné au début, que nous avons les citoyens lambda parmi nous. Alors, y aller lentement, c'est vous faire comprendre aussi la différence entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Essentiellement, la Cour internationale de justice, qui a aussi son siège à La Haye, en Hollande, traite des conflits entre les États. Et donc, pas de doute, la Cour internationale de justice, ou CIJ, traite du crime d'agression. Maintenant, s'agissant de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale est compétente pour les individus, mais pas pour les conflits entre un individu et un État. Alors, la gymnastique qui a commencé depuis 2010 consiste à voir comment la Cour pénale internationale peut commencer aussi à juger du crime d'agression. J'ai été récemment en Afrique du Sud, il y a moins de 2 semaines, participer à la conférence qui a rassemblé les États d'Afrique pour se préparer à ce que l'année prochaine, au mois de juillet, parce que la Cour pénale internationale va revenir encore sur ce dossier, alors les États d'Afrique se disent comment depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, nous avons adopté un amendement qui tend à faire entrer le crime d'agression dans les compétences de la CPI, mais il n'y a que 2 États d'Afrique qui ont signé, qui ont ratifié cet amendement. C'est le Niger et le Botswana. Mettons-nous d'accord. Il faut que nous puissions avancer. Parce que le génocide, le crime de guerre et les crimes contre l'humanité, en fait, sont des conséquences du crime d'agression. Il faut que la CPI commence à traiter de cette incrimination. Alors, au cours de ces travaux-là, effectivement, nous avons levé comme option de faire en sorte que, parce que nous aurons encore une réunion en décembre, en février, avant juillet. Au mois de juillet, il ne faudrait plus qu'on y aille tel qu'on l'a fait en 2010. Parce que la définition adoptée en 2010 était tellement restreignante que les États d'Afrique n'ont pas trouvé l'intérêt de ratifier un tel instrument. Alors maintenant, nous avons décidé de demander que les statuts de Rome, à travers son article 15, alinéa 2 et l'article 8, soient modifiés et qu'on intègre clairement les crimes d'agression, qu'ils soient traités de la même manière que les autres incriminations qui relèvent actuellement de la compétence de la CPI. Donc, le crime d'agression, dans l'acception que nous avons actuellement, ne peut se comprendre qu'entre les États. Mais le travail que nous faisons au niveau africain, qui sera vraiment un travail révolutionnaire si jamais ça aboutissait au niveau de la CPI, c'est qu'il sera désormais possible de traiter du crime d'agression commis par un individu. Parce que les définitions actuelles qui existent sont restreignantes. Nous voulons revenir à la définition même qu'on trouve dans la Larousse.
Alors, je prends maintenant les initiatives. Qu'est-ce qui est déjà fait? Chers compatriotes, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. La République démocratique du Congo, pour répondre à l'agression dont elle est victime, essentiellement dans la partie Est, a à ce jour les organes que voici. Premièrement, il y a une task force créée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qu'il pilote lui-même, assisté par son Excellence Madame la Première ministre. Cette task force vient à côté des efforts militaires et diplomatiques que nous connaissons. Alors, dans cette task force qui organise le front judiciaire international, il y a des sous-organes. Il y a une task force dénommée Task Force Justice Internationale, qui est présidée par le professeur Yvon Mingachan, et pour le chef de l'État a mis tous les experts du droit international public de notre pays. Il convoque les réunions assez souvent lui-même, les interroge et donne des idées sur ce qu'il y a lieu de faire pour répondre à cette agression. À côté de la task force, le président de la République a nommé un chargé de mission près la CPI. C'est le professeur Taylor Lubanga. Et lors de la dernière nomination du gouvernement, le président de la République a nommé au sein du gouvernement un vice-ministre qui s'occupe du contentieux international. C'est votre serviteur que je suis. En termes d'initiative, la RDC a déjà réactivé les enquêtes au niveau de la CPI. Vous avez, ensemble avec nous, suivi que le procureur général de la CPI a décidé de revenir en République démocratique du Congo. Cela fait suite aux efforts au niveau de justice internationale entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République. De même, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime. Cette requête est encore en cours. Nous attendons que la peine soit fixée, l'affaire soit fixée. Une requête a également été introduite à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Et le 26 septembre, vous avez suivi, quand l'affaire a été appelée, nous avons été à Arusha, croiser les fers avec le Rwanda. À part cette affaire-là, le chef de l'État avait aussi engagé un groupe d'avocats qu'il a chargé d'adresser une mise en demeure à la société Apple. Ce n'est qu'un début parce qu'après la société Apple qui fabrique les iPhones, il y aura d'autres opérateurs, d'autres multinationales qui seront saisis. La mise en demeure pour Apple a pour but de demander à Apple, vous utilisez le coltan. Nous vous donnons un délai pour nous dire quelle est la traçabilité du coltan que vous utilisez. Madame la doyenne, dans 5 minutes, j'aurai fini. Donnez-nous la traçabilité du coltan que vous utilisez. Parce que c'est connu de tout le monde que le Rwanda n'a pas de coltan dans son sous-sol. Et que toutes ces multinationales qui prennent les coltans et les minéraux de la RDC passent par le Rwanda. Donc il y a eu une mise en demeure qui a été adressée à Apple.
et nous attendons sa réponse. Sinon, il s'en suivra une action au niveau de la justice internationale. Parce que le temps nous presse. Je n'irai pas en détail pour les cas que j'ai cités. Je voudrais maintenant finir en 2-3 minutes pour dire quelles initiatives prendre et sur base de ce que je vous ai déjà donné comme ce qui est déjà entrepris, vous pouvez voir comment faire des propositions stratégiques pour que nous puissions avancer. Ce qui reste à faire encore, c'est la saisine de la Cour internationale de justice. Parce que l'Ouganda avait été condamné pour ces exactions à Kisangani, qu'on appelle guerre de 6 jours. Mais depuis lors, le Rwanda n'est pas encore poursuivi devant la Cour internationale de justice. Cette fois-ci, ça sera fait et ce sera pour crime d'agression. Rwanda en tant qu'État. Ça, c'est une étape. L'autre étape, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Cour pénale internationale. Il faudrait que nous puissions arriver à faire entrer le crime d'agression dans les éléments de compétences de la Cour pénale internationale de manière à obtenir les poursuites. Cette fois-ci, non pas de l'État rwandais en tant que personne morale, mais les poursuites des individus. Voilà, parce que tout ne dépend pas de nous. Il y a des choses que nous pouvons encore faire sur le plan national. C'est que nous avons des compatriotes qui sont complices avec l'ennemi. Alors, pour les exactions d'avant 2003, parce que les compétences de la CPI commencent à partir de juillet 2002, la Cour est revenue. Cette période-là, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, est concernée. Il y aura des enquêtes, les civils, les officiels seront poursuivis. Mais pour avant, le chef de l'État a également pris l'engagement devant le Conseil des droits de l'homme qu'il y aura un tribunal pénal ad hoc pour la RDC. Donc, ce sont là les initiatives en cours qui restent à faire. Saisir de la Cour internationale de justice, faire en sorte que la CPI juge les individus pour crime d'agression et tribunal pénal ad hoc. Nous attendons de ces travaux que le citoyen lambda qui vit les exactions du Rwanda sur notre territoire nous fasse des propositions. Mais sinon, je voudrais vous dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très actif et très ingénieux dans ce secteur. Mais comme vous le savez, le temps de la justice n'est pas le temps politique. C'est peut-être pour cela qu'on ne voit pas tout de suite ce qui est fait, mais considérez les réalisations dont je viens de vous parler, vous comprendrez que de grandes choses sont faites. Je vous remercie. Les États généraux m'ont demandé de discourir sur un système, la justice militaire dans le renforcement de l'état de droit et la discipline militaire en République démocratique du Congo. Pour quelle réforme? Mon exposé se sera suivant le plan ci-après. État des lieux de la question, un sous-point, aperçu général et caractéristique de la justice militaire. Un point B, rôle et place de la justice militaire dans le maintien de la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Un troisième point, justice militaire comme socle de l'état de droit et respect des droits de l'homme. Le deuxième grand point concernera les innovations et acquis de la justice militaire dans le renforcement de l'état de droit et de la discipline en République démocratique du Congo. Le troisième point concernera les défis et obstacles rencontrés dans cette mission et enfin les recommandations. S'agissant de l'état des lieux de la question,
D'abord, l'aperçu général et caractéristique de la justice militaire. Je dois dire que, étant un organe du pouvoir judiciaire, la justice militaire a pour mission de dire le droit dans la société militaire. Elle fait partie des forces armées en ce que ses membres ont la qualité de militaires. Son histoire remonte avant l'indépendance du Congo avec la création de la force publique par décret du 22 décembre 1888. Après l'accession du pays à l'indépendance, un code provisoire de justice militaire fut promulgué le 18 décembre 1964. Par la suite, la justice fut régie par le code de justice militaire du 25 septembre 2002 et qui a continué à, je dirais, être le texte de base jusqu'à l'avènement du pouvoir actuel. En effet, en mai 1997, la Cour d'ordre militaire fut créée, entraînant ainsi la mise en hibernation des structures judiciaires préexistantes. À ce jour, la justice militaire fonctionne sous la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour. Il faut ajouter que la Constitution de la République telle que modifiée par la loi numéro 11 par 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République a apporté quelques innovations qui ont eu un impact dans l'organisation et les compétences des juridictions militaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de tout temps, la justice militaire est considérée comme l'instrument de la suprême sauvegarde des intérêts de l'État, et de ce postulat découlent ces deux caractéristiques spécifiques, à savoir la célérité et la sévérité de peine. Rôle de la justice dans le maintien de la discipline au sein de FARDC et de la PNC, l'armée et la police sont au service de l'État et leur soumission aux institutions légalement établies est un impératif. Par conséquent, leurs membres doivent respecter les lois et règlements qui régissent la vie en société. En effet, une armée et une force de police ou les infractions pénales commises par ses membres plutôt ne seraient pas sanctionnés, perd sa discipline et sans discipline, il n'y a ni armée ni police. Sans discipline aussi, l'armée et la police ne peuvent accomplir correctement leur mission constitutionnelle consistant notamment à assurer l'intégrité du territoire national et des frontières, ainsi que la protection de personnes et de leurs biens. C'est pourquoi la justice militaire joue ici un rôle indispensable dans le maintien de la discipline. Elle est appelée à dire librement et souverainement le droit, sans perdre de vue, bien sûr, les spécificités et les impératifs d'ordre, de sécurité et de discipline propres aux forces armées et à la police. C'est pourquoi aussi les membres de la justice militaire doivent faire montre de compétences, de discipline, de bonne moralité et d'intégrité à toute épreuve, peut-être plus que leurs collègues civils. La justice militaire comme socle de l'état de droit et de respect des droits de l'homme. L'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique qui suppose la prééminence dans un État du droit sur le pouvoir politique ainsi que le respect à chacun, gouvernants et gouvernés, de la loi. Les constituants fondamentaux de l'état de droit sont notamment la légalité, l'égalité de tous devant la loi, l'indépendance et l'impartialité des juridictions, le respect de droits
de l'homme et des droits de la défense, le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, etc. La mise en œuvre de ces principes est une condition d'existence d'un État véritablement de droit républicain et démocratique. Ici, la justice militaire s'investit dans une construction judiciaire conforme aux principes judiciaires de l'État de droit. Elle est appelée ainsi à distribuer équitablement, sous l'impérium et l'éclairage de la loi, la justice dans la société militaire en toute indépendance et impartialité. Quelles sont les innovations et les acquis de la justice militaire dans sa mission? Innovation, après la promulgation de la Constitution de 2006 et la loi du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, les innovations ci-après ont été apportées dans l'organisation et le fonctionnement de la justice militaire. Le contrôle, il y a d'abord le contrôle par la Cour de cassation des décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux militaires, la consécration du principe constitutionnel du double degré de juridiction, la présidence du siège désormais confiée au seul magistrat militaire, la possibilité pour un président d'une cour militaire de requérir le service d'un conseiller à la cour d'appel en vue de compléter le siège, l'obligation pour la haute cour militaire de siéger au premier degré avec 2 magistrats militaires et à 3 magistrats militaires bien sûr au degré d'appel. La présidence d'un tribunal militaire de police, je dirais, c'est un peu comme le tribunal de paix chez nous, chez nos collègues civils plutôt. La présidence du tribunal de police est assurée par un juge de carrière, alors qu'à l'époque, c'était l'officier du ministère public. La comparution volontaire est aujourd'hui admise comme étant un mode de saisine des juridictions militaires. L'allocation des dommages et intérêts d'office au bénéfice de l'État congolais est admis en cas de condamnation pour espionnage et trahison. En fait, ici, c'est une disposition du code pénal militaire qui oblige le juge militaire, lorsqu'il prononce une condamnation pour espionnage et trahison, d'allouer d'office des dommages et intérêts à l'État congolais. Quels sont maintenant les acquis qu'on peut retenir? Là, nous disons qu'il y a eu plusieurs condamnations pour violation, notamment pour violation des droits de l'homme, des justiciables de juridiction militaire, quel que soit son rang, leur rang plutôt, le traitement des dossiers de crimes contre la paix et la sécurité, conformément aux engagements pris par la RDC lors de la ratification du statut de Rome. Ici, je souligne qu'il n'y a pas longtemps qu'on vient d'accepter que cette compétence soit, je dirais, partagée entre les cours d'appel et les juridictions militaires. L'expertise avérée des magistrats militaires en matière justement des crimes et contre la paix, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la tenue des audiences foraines pour approcher davantage la justice des justiciables. Quels sont les obstacles que nous rencontrons dans notre mission relatif au renforcement de l'état de droit et de la discipline? Il y a en premier lieu
le contrôle de la régularité de la détention préventive par le ministère public seul, sans l'intervention du juge militaire. Il y a eu des dispositions de notre code qui consacrent encore ce système, et vous verrez quand j'aurai parlé de opposition, je dirais de suggestion, je reviendrai sur ce problème. Il y a aussi l'application sélective du statut du militaire aux magistrats militaires qui consacre un régime plutôt d'impunité en faveur de certains justiciables en raison de leur grade militaire. Je crois que tout le monde sait que pour le moment, au sein de la justice militaire, il y a un problème par rapport au grade, notamment au grade revêtu par les membres de la haute cour. Il y a aussi le problème de la démotivation des juges assesseurs lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les cours et tribunaux pour défaut de crimes. Chez nous, lorsque nous siégeons, à 5, il y a 2 magistrats, je dirais professionnels, 2 magistrats militaires de carrière, et puis il y a les juges assesseurs. Et le statut du militaire prévoit que ces messieurs puissent bénéficier d'une prime. Mais jusqu'à ce jour, et faute de moyens conséquents, on ne leur accorde pas cette prime et ils se retrouvent dans les responsables de juridiction se trouvent en difficulté parce que ces juges assesseurs, parfois, ne viennent pas siéger à temps. Il y a aussi l'insuffisance du personnel, magistrat comme agent de l'ordre judiciaire, le défaut d'expertise dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies de l'information, l'insuffisance de moyens logistiques et financiers, l'état d'élabrement des infrastructures ou leur inexistence dans certains points, dans certains ressorts. Quelles sont les recommandations que nous pouvons faire à ce propos? Il y a d'abord au gouvernement, nous demandons à ce qu'on puisse appliquer le statut du militaire aux magistrats militaires en rapport avec l'équivalence des grades militaires aux fonctions judiciaires exercées, soumettre au Parlement un projet de loi en vue de modifier la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire afin d'admettre les juges militaires dans la composition de la Cour de cassation lorsqu'elle examine des pouvoirs en cassation dirigée contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions militaires, soumettre au Parlement un autre projet pour conformer les dispositions du Code judiciaire relatives à la détention préventive aux instruments juridiques, c'est-à-dire permettre que seul le juge puisse, par exemple dans une chambre de conseil, valider la détention préventive d'un prévenu, soumettre au Parlement un projet de loi pour modifier les dispositions du Code de justice militaire en vue d'introduire la possibilité de faire juger devant la haute cour militaire un prévenu par des juges de grade inférieur, ce qui n'est pas possible pour le moment, octroyer des moyens financiers de justice conséquents, équiper les juridictions des offices des bibliothèques, prendre un décret pour déterminer les modalités d'octroi des primes aux juges assesseurs, construire de nouveaux palais, réhabiliter celles qui sont vétustes, recruter un nombre suffisant d'auxiliaires, améliorer les conditions socio-professionnelles du personnel judiciaire militaire. Au Conseil supérieur, nous demandons que lors du recrutement, qu'on puisse se réserver un quota raisonnable à la justice militaire, qu'il assure la formation continue de ces mêmes magistrats et auxiliaires,
Et enfin, améliorer les conditions socio-professionnelles de ce même personnel. Voilà les quelques propositions que la Haute Cour a tenu à offrir à l'Assemblée. Et je vous remercie pour votre aimable attention et reste disponible à répondre aux éventuelles questions que vous aurez à formuler. Merci. Jeff. La corruption et même surtout les détournements mieux, c'est une infraction qui se commet le plus souvent dans les actes de gestion, c'est-à-dire en secret. C'est le plus souvent à l'occasion d'un contrôle administratif qu'on découvre les détournements. Quid alors des services de contrôle administratif dont les agents qui sont revêtus de la qualité d'OPJ, mais qui malheureusement sont soumis au contrôle hiérarchique et ainsi ne transmettent pas leurs procès-verbaux auprès d'officiers du ministère public. Là, je vise la direction de l'audit et du contrôle du ministère des Finances, ainsi que d'autres services de contrôle administratif. Merci. Merci. Juste ici devant. Toute l'Assemblée ici présente pour la tenue de ces assises. Ma petite contribution, ce n'est pas une question. Je demanderai au protocole de nous accorder un petit temps au nom du groupe qui a travaillé pendant 2 ans à un projet sur la justice, de présenter l'économie et à la fin le document officiel que nous avons apporté à son Excellence, Monsieur le Président. Merci. Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice. Notre contribution est celle-ci. Nous avons créé le Centre national de l'État de droit et de démocratie. C'est un service de l'État, un projet qui doit être en application parce que... On avait besoin de questions. Vous voyez, il y a certaines personnes qui veulent poser des questions. Il n'y a pas de suggestions, seulement des questions. Écrivez des suggestions et ça va aller au... Sylvain Kitenge, je suis juge au tribunal de grande instance de Kalamou. Ma question est adressée à Monsieur l'inspecteur général, Monsieur Jules Alengeti. Monsieur l'inspecteur général, l'Union africaine a adopté la Charte africaine des élections, de démocratie et de bonne gouvernance, qui met l'accent sur l'obligation de redevabilité, c'est-à-dire l'obligation qui incombe à tout gestionnaire de rendre compte de sa gestion. Une question ou une observation a été faite par l'honorable Lambert Mende ici, lors de son intervention, sur qui contrôle les gardiens. Alors, ma question est celle de savoir, invité par le procureur général près la Cour des comptes, j'ai lu l'une de vos correspondances, vous vous êtes obstiné de répondre à son invitation. Question, est-ce une attitude d'un bon gouvernant? Est-ce un geste encourageant? Parce qu'on se pose la question de savoir, l'IGF contrôle les finances, mais qui contrôle l'IGF? Ne serait-il pas une bonne occasion pour vous de vous justifier devant le procureur général près la Cour des comptes et pour que le peuple aussi soit mis au parfum de la gestion de l'IGF sur ce qui lui est alloué? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Kombo nangai Maman Marie Emma, nazali moko ya bakambi ya bilenge na Conseil national de la jeunesse. Makambo etali justice, etali kaka bato balobaka lopoto te. Etali pe bato bazana ba fait fond, bazolanda biso, bazana posta pe bayeba makambo nini tozosala. Pona kozangonga ebeleke na bandina nukopesa matondi na son excellence Monsieur le ministre d'État, na mosala kitoko oyo zosala biso population tozo sepela
mpe toza kotombela yo succès malamu. Motuna eza boye ezali mpona papa IGF. IGF azalaka kaka na direction générale. Et pourtant toza na moment ya décentralisation. Pourquoi IGF azalaka na ba direction provinciale te? Motuna ya mibale ezali boye. Bozobeta lisolo ya ko-créer ba parquet oyo etali mambi mamisolo to mpe mambi ma détournement. Alors, tolingaki totuna boye, est-ce que ba criminel économique, ba criminel dû au détournement, bakobanda kozala incarcéré kaka na ba prison générale toyebi, ou bien bakobanda kozala na ba lieu de détention na bango moko spécifique? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. En ce qui concerne des questions, j'ai des questions et j'ai des propositions. Parce qu'on est venu, il y a une question ici, quelle thérapie? Et on est venu pas pour poser des questions seulement, mais aussi pour proposer parce qu'il s'agit de notre pays. Ma question s'adresse d'abord à M. Jean-Lucien Boussa, qui a parlé de cas de décision judiciaire unique. Je voudrais savoir si vous pouvez nous lister quelques 2, 3 cas de décision de justice unique rendues en ce qui concerne des portefeuilles de... Alors, honorable député, l'ancien ministre de l'Intérieur, ma question, aujourd'hui, en tant que vice-premier ministre, quelle solution ou conseil donner ce qui concerne les partis politiques transformés en milices à la ville de Kinshasa? Décision que vous avez prise assez. Est-ce qu'on peut remettre un autre micro à madame? En termes de proposition, s'il vous plaît, madame, je propose qu'on rende obligatoire ainsi que concerne les propositions, la justice et une commission des suivis et des décisions judiciaires. Parce que moi-même, je suis amie des avocats de l'ordre de Kinshasa. Et quand nous voyons des décisions de la justice, elle peut commencer par un argumentaire positif pour juger négativement. J'aimerais qu'on puisse rendre également obligatoire l'application des décisions judiciaires à travers un site internet. Et aussi sanctionner sans restriction les auteurs des décisions de justice unique. Voilà mes propositions. Merci. Expert des questions sécuritaires et pénitentiaires. Ma question s'adresse à M. Peter Kazadi. Monsieur le vice-premier ministre honoraire, durant votre mandat, vous aviez initié l'opération Panthère Noire pour lutter efficacement contre le banditisme urbain. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette opération n'a pas porté les résultats attendus, malgré la promotion que vous en aviez fait dans les médias? Peut-on affirmer que cela a contribué à l'impunité du banditisme urbain, étant donné que la criminalité en ville a continué d'augmenter? La deuxième question. Toujours au cours de votre mandat, vous aviez reçu d'importants financements pour lutter contre la circulation incontrôlée des armes légères et de petits calibres, pour le marquage de ces armes, ainsi que des fonds du VTF que vous connaissez très bien, destinés à déposer un projet de loi pour la ratification du traité international sur le commerce des armes. Pourquoi n'avez-vous pas soumis ce projet de loi à l'Assemblée nationale, bien qu'il ait été déposé dans votre bureau par le secrétaire permanent de la CNC-ALPC? Merci. Merci, Catherine Rongier. La
Et plus important, j'ai quelque chose que ça jamais la justice dans un pas. Nous avons fait ça maintenant, ça s'est dit, la procès avec une conférence. On a même invité le président de l'an passé à venir pour une conférence sur ce système de justice qui touche. Et la justice, sur l'argent, c'est très important parce que nous, à partir de l'ensemble de se développer, il y a aussi des jeunes intellectuels qui ont tous les riches, et qui sont montés, vous l'avez fait savoir, nous sommes sensibilisés, le international sont les plus dirigeants de position de la loi, et des écrits sont très basiques. Donc, c'est là que je dois la justice. La question de la justice, c'est Il faut la poser, s'il vous plaît. Si on peut, lundi, on regarde ce que nous avons fait, parce que nous avons atelier, ce qu'on peut effacer et qui reste par rapport à ces questions. Voici les préoccupations que je gère. Les inspecteurs généraux sur les services secrets, nous avons besoin maintenant l'inspecteur général, immédiatement l'inspecteur général, mais l'inspecteur général sur les services. Votre question, s'il vous plaît. Votre question. Alors, je demandais à son collègue Yves Latina et à l'avocat général pour délaisser l'inspecteur général pour réagir lui-même à partir par une préoccupation. La première ronde, vous avez, par rapport à la compétence territoriale, la partie financière et la partie économique, vous avez désigné Kinshasa, vous comprenez que ça sera bien fait, Kinshasa pour la taxation, alors que nous sommes dans les infractions de prévarication ou de criminalisation. Ils peuvent se remettre partout. Et quand on a une infraction. Votre question, s'il vous plaît. Non, il faut la poser, vous avez fait trop tard. Vous avez proposé une deuxième préoccupation. Vous avez proposé un corps d'experts qui s'est constitué de cadres et agents de l'équipe financière, de la DGI, de la DGAD,
Et j'en passe, et même des organes techniques tels que la CNRS évolue au niveau. Est-ce que vous savez que la loi sur le logement des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération de l'arme à destruction de destruction massive contiennent comme un sujet dit tous ces agents d'autorité financière, les magistrats, les avocats, les ressources dans cette salle, les notaires, les conservateurs des titres immobiliers, tous nous sommes assujettis à la commission de l'infraction de l'enrichissement des capitaux dont nous parlons ici. Si on nous associe à la proposition pour l'expert national d'un parti financier, que faisons-nous de la situation de la partie et évidemment du conflit d'intérêts? Et la dernière. Alors, moi, j'ai plus quelques contributions que je voulais faire d'abord par rapport à une question importante qui a été celle de savoir si le décret récemment pris par son Excellence Madame la Première ministre portant protection du patrimoine des entreprises publiques était ou non, n'est-ce pas, régulier. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat n'est plus de saison parce que ce décret a été pris en exécution de l'article 51-10 de l'acte uniforme, n'est-ce pas, portant procédure simplifiée. Et donc, cet article dit très clairement qu'il y a des biens qui sont insaisissables. Cet article liste les biens concernés qu'on ne peut pas saisir ou qui ne peuvent pas faire l'objet de voies d'exécution. Et cet article ajoute à son point 10, en plus de ce qui a été énuméré, que les États peuvent eux-mêmes lister d'autres biens insaisissables. Ce qui est logique, parce que, vous le savez, les entreprises publiques, tout comme les établissements publics, mais surtout pour les entreprises publiques, en dépit du fait qu'elles soient des sociétés commerciales, à la suite de la transformation intervenue en 2008, eh bien, ces entreprises publiques ne restent pas moins bénéficiaires d'un certain nombre de biens de la part de l'État. Et certains de ces biens ont les statuts des biens affectés ou les statuts des biens mis à disposition. Donc, ce qui fait que le statut de ces biens appelle le bien de retour. Donc, un jour, ils doivent retourner à l'État. Alors, voir aujourd'hui comment ces biens de ces entreprises-là ou de ces établissements sont exposés à la prédation justement par la technique qu'on a trouvée, la nouvelle technique, c'est-à-dire l'exécution des décisions judiciaires ramassées à la sauvette et sans respect parfois des voies de recours, il était important que l'État, qui est censé nous protéger et qui est censé protéger toutes les entités, en ce compris les sociétés que lui-même crée, il était donc important de la part de l'État prendre des mesures pour mettre à l'abri ces entreprises et ces établissements de la prédation. Alors, j'ai entendu, et je continuerai à entendre, des voix qui vont se lever pour dire « Mais vous êtes en train de surprotéger ces entreprises, est-ce que vous ne rompez pas
le principe de la concurrence. Je tourne la question autrement. Mais si vous dites que le fait que l'État vienne à la ressource de ces entreprises pour les protéger contre des saisies constituerait, n'est-ce pas, des faveurs. Mais tournez l'équation de l'autre côté. Ces mêmes entreprises publiques aujourd'hui sont soumises à des obligations que les entreprises privées ne peuvent pas prendre. Je prends un exemple. La SNEL, la Régie des eaux, donne gratuitement à longueur d'année, de l'eau et de l'électricité aux universités. Ceux qui ont été à l'université de Kinshasa, qui est une université privée, publique, ils savent que les étudiants dans les hômes ne payent pas l'eau, ne payent pas l'électricité. Mais cette faveur-là que la SNEL, la Régie des eaux, donne, elle est compensée par quoi? Est-ce que si on demandait à une entreprise privée, un opérateur privé dans ce secteur, de le faire à la faveur des étudiants, ils vont vous dire non, nous travaillons à perte. Donc, lorsque l'État prend la décision de demander aux établissements et aux entreprises de travailler à perte pour le besoin d'intérêt général, il est normal que lorsqu'il faut les protéger, que l'État puisse prendre également des mesures. Donc, aujourd'hui, les débats sur la question de savoir est-ce que ce décret est non conforme au droit OHADA, eh bien, nous affirmons haut et fort que c'est en conformité stricte de cet article 51.10 qui a donné cette possibilité aux États partis. Donc, la RDC n'est pas le seul État qui a utilisé le bénéfice de cet article 51.10 pour pouvoir lister un certain nombre de biens, n'est-ce pas, qui sont à l'abri des saisies. Et donc, cette critique-là, pour dire est-ce que c'est fondé ou non, la réponse est oui, c'est fondé. Alors, on peut discuter pendant longtemps pour savoir est-ce que c'était opportun, est-ce que ce n'est pas une manière de faire fuir les investisseurs. Faux débat et faux arguments. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cette mesure n'a pas vocation à rester éternelle. L'État prend des décisions en fonction de besoins qui sont prégnants. Nous avons ce besoin aujourd'hui de pouvoir assurer la protection de ces actifs qui ont été mis à disposition. Qu'est-ce qui vous dit que l'État ne peut pas, un jour, lorsque la situation est stable et que d'autres mesures arrivent à sécuriser ces biens, de pouvoir lever cette mesure? C'est l'État. Et c'est l'État qui juge de l'opportunité ou non de prendre aujourd'hui telle ou telle autre mesure. Donc, par rapport à cette question, nous devons encourager, n'est-ce pas, le gouvernement, la Première ministre, le ministre d'État, ministre de la Justice, qui a eu cette initiative, n'est-ce pas, et naturellement aussi le ministre du portefeuille qui est là, parce que c'est son secteur, ces entreprises sont de son secteur, de pouvoir protéger ces entreprises. C'est conforme à la loi, c'est conforme au droit OHADA, et c'est opportun par rapport à l'hémorragie qu'il y a sur terre. Merci. Question? D'accord. Vous répondre. Merci, madame. Je réponds à la question du premier président de la Cour d'appel des magistrats inspecteurs. La question consiste à demander pourquoi l'inspectorat général des services judiciaires n'assumerait pas son grand rôle de contrôle de toutes les juridictions au lieu de se contenter de l'examen des décisions judiciaires tel que ça se passe actuellement. Oui, l'idée est bonne. Je pense que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui a la charge de l'inspectorat des services judiciaires, se saisirait positivement de cette occasion pour que son œil de contrôle puisse être un élément, comment dirais-je, une plus-value à son pouvoir d'injonction et de contrôle, parce que dans le pouvoir d'injonction, il a le droit de regard, il a le droit d'injonction, il a le droit de surveillance. C'est ça le grand contrôle du ministre de la Justice sur le judiciaire.
Et donc, comme l'inspectorat de service judiciaire et travaille sous son contrôle, sous sa direction, il serait intéressant de lui permettre d'assurer ce contrôle. La seule difficulté, c'est que ce contrôle ne sera pas un contrôle juridictionnel, ça va être un contrôle administratif. Donc, M. le Président, je partage votre point de vue. Assez rapidement, Madame, si vous le permettez, par rapport au parquet financier, j'aimerais que nous soyons clairs là-dessus. Ça fait longtemps que moi, j'accompagne notre pays, le ministère, par rapport à ces questions d'organes à mettre en place pour lutter contre la corruption. Je soutiens l'idée du chef de l'État de mettre en place le parquet financier. Cependant, je mets un doute intellectuel sur les garanties qu'une telle institution, au regard des besoins pressants de lutter contre la corruption aujourd'hui, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie, et les procédures et les garanties qu'une telle institution offrirait. Permettez-moi de vous dire que en 2022, au ministère de la Justice, il s'est tenu des états généraux de la corruption. Il s'est tenu il y a 2 ans des états généraux sur la corruption. Et cette question de parquet financier avait été évoquée au cours de ces travaux. Si vous prenez le rapport, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Ministre, vous verrez les raisons pour lesquelles plutôt les membres des participants aux états généraux de la justice sous votre ministère avaient pas rejeté, mais suspendu l'idée de l'institution d'un parquet financier. Maintenant, si on est à mesure de faire tout rapidement, en prenant toutes les garanties, ça signifie les mal, parce qu'il ne faudrait pas oublier que en matière de création d'institutions, nous en créons. Les tribunaux de paix étaient créés 78-80 sur les 145 territoires. 40 ans après, il n'y a que 65 territoires qui sont. Les tribunaux de commerce sont implantés. Est-ce que sont implantés partout comme cela avait été recommandé? Alors il ne faudrait pas que les parquets financiers viennent aussi dans cette maladie que nous avons, de créer les instituts judiciaires, mais sans être en mesure de les assumer, de les implanter. Parce que jusque-là, nous n'avons pas non plus évalué le coût de la création de ces parquets financiers par rapport au budget de l'État. Donc il faudrait que ça soit efficient par rapport aux moyens, mais surtout par rapport à l'urgence. C'est pourquoi je dis ceci, tout en soutenant l'idée du chef de l'État, en attendant que le parquet financier soit mis en place. C'est plus facile, comme un magistrat l'a évoqué, de mettre en place des pôles financiers ou des brigades financières dans tous les parquets, parce que ceci, c'est une mesure d'urgence qui permettrait à la corruption d'être structurellement combattue par une brigade financière à mettre en place par le procureur général de la Cour de cassation, parce que la durée pour le parquet financier, pour devenir opérationnel partout, ça peut prendre 4, 5, 6 mois, et pendant ce temps, on fait comment? Donc, je termine aussi, madame, parce que je ne l'ai pas dit là-bas. Il y a une loi de 2002, un décret de 2002, qui oblige tous les agents de l'État, de service public de l'État, de déclarer leur avoir. C'est une loi qui existe, qu'on a l'habitude de mettre de côté, dans le cadre de la transparence. Tout agent de l'État, le fonctionnaire, le professeur, le policier, tout agent de l'État, dans le cadre de la transparence, devait déclarer ses revenus, au lieu que cela soit réservé simplement aux ministres. Pourquoi seulement les ministres? Pourquoi le Premier ministre? Pourquoi seulement le président de la République? Est-ce que c'est normal qu'un directeur général, comment dirais-je, d'un service public de l'État ne puisse pas se déclarer ses revenus? Même, permettez-moi, le directeur général de l'IGF, est-ce qu'il est astreint par la loi à déclarer ses revenus? C'est cette question qui est venue là-bas. Donc il y a si tout Congolais qui travaille dans un service public de l'État peut déclarer ses revenus, on n'aura pas de maisons apatrides comme ça. Vous voyez une maison de 4-5 étages, vous demandez qui en est le propriétaire, c'est un directeur de l'administration, c'est un directeur, parce que les gens ne déclarent pas ce revenu. Donc j'insiste sur l'évocation, la recommandation de cette loi de 2002 qui existe, et j'implore, monsieur le ministre,
sur le cadre de la transparence, excellence de mes plans. J'aimerais enfin, parce que je ne prendrai plus peut-être la parole, Monsieur le ministre, vous dire merci, parce que les amis l'ont encensé. Je n'ai pas voulu évoquer ma relation avec le ministre. Je suis peut-être, pour avoir été dans ce ministère-là, le premier à le reconnaître comme étant un ancien étudiant brillant. Il le sait, il ne sait pas aller plus loin. Donc ça ne m'étonne pas. Et c'est avec tous les plaisirs d'un parent que je le vois travailler et nous mettre ensemble aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'à l'occasion d'un examen, il a tellement répondu brillamment que je l'ai fait sortir de la salle et les autres étudiants sont restés. Monsieur le ministre, ce n'est pas parce que tout le monde ne vous le dit pas directement qu'il ne reconnaît pas votre travail. Pour les anciens, j'ai dit en Afrique du Sud était que nous étions dans le cadre d'une conférence de concertation entre États africains pour que, en juillet 2025, quand la CPI reviendra sur la question du crime d'agression, que le crime d'agression soit traité au même pied d'égalité que le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Parce que, sémantiquement, la CPI ne peut pas encore juger du crime d'agression qui est un conflit entre les États. Mais la gymnastique qui est en train d'être faite actuellement, c'est de voir quand un acte d'agression est commis, quels sont les auteurs et permettre cette fois-ci à la CPI d'agir. Personne ne me contredira, Paul Kagame fait partie des acteurs de l'agression de notre pays et des violations massives de droits des populations de notre pays. Donc, arriver à faire traiter le crime d'agression au même pied que les trois crimes qui relèvent aujourd'hui de la compétence de la CPI revient à dire que Kagame et consorts seront aussi poursuivis. C'était ça le contenu de mon discours. J'en viens à la question de Mme Laurette Misenga qui demande comment la CPI va juger les acteurs rwandais alors que la CPI n'est pas, plutôt le Rwanda n'est pas membre de la CPI. La CPI est compétente pour le génocide, pour le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Ce sont là les trois compétences actuelles. Je ne reviens pas sur les efforts pour intégrer le crime d'agression. Écoutez bien, ces 4 crimes, ou 3 pour le moment, sont dits crimes internationaux. C'est-à-dire que celui qui les commet est qualifié de criminel international. Il ne peut bien se cacher dans un pays non membre. Tant qu'il se cachera là-bas et protégé par ce pays-là, la CPI ne pourra pas les juger. Mais cela n'interdit à la CPI de lancer un mandat d'arrêt international à l'encontre d'une telle personne pour que, si jamais cette personne faisait un déplacement à l'étranger, qu'il soit arrêté. Voilà, dans l'état actuel de la coopération entre le Rwanda et la CPI, RDC et la CPI, comment nous pouvons nous y prendre, mais n'empêche que nous puissions dénoncer ce que certains citoyens rwandais viennent faire chez nous, avec la possibilité réelle qu'ils soient poursuivis s'ils peuvent être arrêtés à l'étranger ou s'ils ne sont pas protégés de manière particulière par le Rwanda en tant que des criminels internationaux. Émile Njali demande les statistiques de tout ce qui est contentieux international dans un premier temps. C'est ce qu'il a demandé. Combien d'affaires existe-t-il
combien d'affaires gagnées, combien d'affaires perdues, et puis après, il est allé dans un autre domaine, c'est-à-dire les dossiers de prison et maisons d'arrêt, maisons de détention dans la province du Kwango. Il a fini par la question qui concerne la cause de la tentative d'évasion de septembre à la prison centrale de Makala. Je voudrais vous rappeler que j'avais reformulé le thème. Je n'ai pas parlé spécifiquement des contentieux internationaux parce que parler des contentieux internationaux allait m'amener à vous parler à la fois de tous les dossiers du volet droit public, mais aussi de tous les volets du volet économique. Je tout ramené dans la branche contentieux international, mais parce qu'il s'agit des mesures à prendre pour lutter contre l'agression, c'est comme ça que je vous ai parlé des initiatives qui existent. Alors là, j'ai été vraiment exhaustif. J'ai cité les initiatives en cours. Je vous ai cité les mécanismes que le chef de l'État a mis en place, en commençant par la task force présidée par lui-même, une task force justice internationale regroupant les experts du droit public, la nomination d'un chargé de mission près la CPI pour suivre au jour le jour les dossiers de la RDC au niveau de la CPI. J'avais cité le professeur Taylor Lubanga que j'ai vu là, et j'ai cité aussi la mise en demeure qui a été adressée à la société Apple pour donner la traçabilité des minéraux qu'elle utilise. Bon, combien d'affaires gagnées? Quelqu'un a posé la question sur l'Ouganda. C'est effectivement à travers la task force que la RDC a pu finaliser le dossier RDC Ouganda, et l'Ouganda a été condamné au montant que vous connaissez, et l'Ouganda s'exécute. J'ai dit, avant de finir, que le temps de la justice n'est pas le temps politique. Le temps de la justice répond aux principes et aux standards internationaux d'administration de la justice. C'est-à-dire que quand vous voyez la Cour pénale internationale revenir pour les enquêtes en indiquant que ça va partir de 2002 jusqu'à ce jour, avec possibilité de poursuivre même les officiels impliqués, considérez que c'est un début de résultat. Ce n'est pas la fin où la CPI a déjà condamné, parce que le temps de la justice est différent de la manière dont nous pouvons compter les temps politiquement. Donc combien d'affaires gagnées, combien d'affaires perdues? La RDC n'a pas perdu jusqu'ici une affaire du contentieux international de droit public. Alors, s'il vous plaît, ça c'est le contentieux à caractère économique. J'aime bien séparer les choses. Bon, si vous voulez qu'on aille sur la liste, parce que le fonds vautour, j'en avais parlé, mais je vous ai dit que je n'avais pas donné les détails. Comprendre les détails? Vous êtes prêts? J'en avais parlé et je vous ai dit qu'on devait se focaliser sur le volet contentieux international de droit public. En tout cas, dans le contentieux international de droit public, j'affirme que la RDC n'a pas perdu une affaire. Bravo à la RDC. Nous avançons bien. Alors, dossier de prison et maison d'arrêt, merci beaucoup pour les informations que vous avez dédiées mettre à notre disposition. Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a instruit le gouvernement à lui faire rapidement un rapport. Honorable monsieur le rapporteur de l'Assemblée nationale, monsieur le haut magistrat, messieurs les magistrats, distingués invités à vos titres qualités respectives, la thématique qui nous a été accordée, pas qui m'a été accordée, parce que ici, en principe, c'est pas la parole. On a eu le temps du procureur général Koumou Robert, qui est empêché, et que son Excellence, monsieur le ministre, a pris soin d'inviter. Et en son nom, je transmets ses remerciements. Donc, in verbatim, je prends la parole au nom et pour le compte du procureur général Koumou. Et le thème qui lui a été accordé, c'était le parquet économique et financier, réponse à la criminalité d'ordre économique et financier. Deux questions. Pourquoi créer un parquet économique et financier en République démocratique du Congo? Est-ce par souci de mimétisme, donc on veut tout simplement imiter, ou bien par nécessité? Pour répondre à cette double préoccupation, il faut interroger l'état de la corruption en République démocratique du Congo. Je vais balayer toute la problématique parce que ça a été évidé par M. Aligete, très bien présenté. Nous ne pouvons pas, en redondance, revenir sur ce qui a été très bien présenté à l'endroit de l'auditoire que vous êtes. Donc nous passons directement au tableau synoptique que nous avons prévu. Donc, on peut balayer tout ça. Donc tous les éléments que nous avons voulu relever dans la problématique s'apporter sur la corruption et sur le détournement des deniers publics. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Congo, en matière de détournement des deniers publics, on n'a plus peur de chiffres. On détourne en termes de millions et on n'a même pas peur de chiffres. Maintenant, il faut une réponse à cela. Et cette réponse a déjà été cogitée avant même ces états généraux. Je dirais même, dès la prise de pouvoir du président Tshisekedi, on commençait déjà à parler du parquet financier pour faire face à la corruption et au détournement des deniers publics. Il y a déjà des projets, des avant-projets de loi en la matière. Et c'est ce que je veux me donner le soin de présenter. Ces avant-projets ne viennent pas de moi. L'un, je le dirai des mains du procureur général Koumou. Et je pense qu'il a travaillé avec les experts attitrés à la matière, qui s'occupent des investigations en matière financière et économique. Et il m'a associé à cette réflexion. Et l'autre, je crois que ça vient, le cycle a été mal rendu, ça doit venir de la commission, si je ne me trompe pas, permanente de réforme des droits congolais, si je ne me trompe pas, des experts qu'il a proposé. Et dans le tableau synoptique que vous allez voir, je mets les intitulés qui sont postés dans les avant-projets de ces lois. L'un parle de parquet financier, donc c'est lui qui vient du procureur général, et l'autre parle de parquet national économique et financier. Il y a pratiquement les mêmes dispositions avec les mêmes contenus, mais il y a certaines différences ou certaines inflexions qu'il faudra relever. Nous avons, en termes d'indicatifs, repris en rubrique sur la colonne bleue renforcée ce qui apparaît dans ces avant-projets de loi. C'est pour vous dire que dans le cadre de la réforme projetée dans ces états généraux de droit, il y a déjà des avant-projets. Il faudra minuter, réfléchir là-dessus pour arriver à avoir, si besoin est de créer un parquet général ou un parquet financier, de le faire de manière réfléchie
cogité, mais équilibré, parce qu'il faudrait que le texte de loi qui va porter ce parquet financier soit conforme et à la Constitution et aux différentes lois positives dans notre pays. S'agissant de la création, le problème ne se pose pas, mais le problème est au niveau de la nomenclature. L'avant-projet de loi qui parle du parquet financier, à son article 1er, parle du parquet financier, mais au rang, c'est le parquet, l'institution, au rang du parquet général près la Cour de cassation. Mais dans le deuxième projet, on parle de parquet national économique et financier. Là, dans le texte, il n'y a pas que le parquet financier. Il y a d'une part, il y a des dispositions qui portent sur le parquet national économique et financier, et il y a tout un chapitre, je crois, qui porte des dispositions sur l'érection de 2 chambres spécialisées, mais uniquement au sein de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. J'ai bien dit, ce sont des textes qui ne viennent pas de moi. Je vous propose seulement, pour réflexion, des avant-projets de loi qui m'ont été communiqués en termes de réflexion. Donc, pour le deuxième projet, il faut un parquet financier, mais il faut de juridictions spécialisées, mieux des chambres spécialisées, mais dans une même juridiction. Au niveau du siège, le problème ne se pose pas Kinshasa partout. Kinshasa, en ce qui concerne le parquet financier, mais en ce qui concerne la juridiction, parce que nous sommes au parquet national économique et financier, là, comme il s'agit de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'est tout à fait normal que ça soit seulement ici à Kinshasa. Donc la portée de ces chambres, je ne sais pas si ça sera national, mais on verra dans la suite comment ça deviendra un peu plus complexe. S'agissant de la compétence nationale, les compétences, excusez-moi, territoriales, la portée nationale tant pour le premier projet, portant sur le parquet financier, que pour le second, parquet national économique et financier, on peut remonter. S'agissant de la compétence matérielle, slide suivant, ça porte effectivement sur la corruption. Dans le texte, on parle des faits de corruption et toute forme d'infraction assimilée à la corruption, notamment le détournement, les rémunérations illicites et autres. Donc, toutes les infractions qui entrent dans l'ordre financier et économique, dans l'ordre de criminalité financière et économique, seront sous la coupe de la compétence matérielle de ces 2 parquets financiers. C'est pratiquement les mêmes contenus. Donc, on passe à l'exemple suivant. S'agissant de la compétence personnelle, le premier avant-projet de loi parle de l'agent public élu ou nommé, donc qu'on soit au niveau du Parlement, que l'on soit au niveau du gouvernement, que l'on soit au niveau du pouvoir judiciaire. Dès lors qu'on est un agent public, on est qualifié comme étant celui qu'on peut poursuivre par le parquet général ou par le parquet financier. On parle d'agent public gérant un établissement public ou une société mixte. On parle de toute personne assimilée par la loi à un agent public. Cette expression, j'estime que c'est de trop. Toute personne assimilée à un agent public, ou bien on est un agent public, ou bien on ne l'est pas. Ça, c'est ma critique. Tout étranger, agent public ou privé impliqué dans la corruption. Le collègue Iboula qui m'a précédé a parlé de toute personne qui, en participation, c'est-à-dire comme co-auteur, complice, serait poursuivable des infractions, pourra également être mis dans la coupe de ceux qui seront poursuivis. Donc là, le problème ne se pose pas. Mais ce qu'on retient est que dans la qualité de la personne qui sera poursuivie, essentiellement, on relève la qualité d'agent public, qu'il soit élu ou qu'il soit nommé. Dans le parquet national économique et financier, c'est pratiquement la même chose, avec des petites différences. On parle de personnes physiques, mais ce qui est particulier, c'est que là, on propose même que les personnes morales, c'est-à-dire des sociétés ou des entreprises, soient poursuivies pour des infractions de corruption et de détournement public, des infractions de rémunération illicite. Là, c'est une réforme assez catatonique parce qu'à ce moment-là, il faudra qu'au niveau du droit congolais, qu'on définisse dans quel ordre
on pourra poursuivre une personne morale. Parce que la responsabilité pénale est essentiellement une responsabilité individuelle portant sur une personne physique. Et donc, lorsqu'on veut la porter sur une personne morale, il faudra que sur le plan des textes juridiques, il y ait des réformes qui soient renforcées dans ce sens, en fait, ça puisse conforter cet avant-projet de loi. Et plus bas, on parle des personnes bénéficiaires de privilèges de juridiction et des immunités de poursuite sont visées par les articles 153, 163 à 166 de la Constitution. Dans mes observations, je relevais que pour le parquet financier, l'article 6 passe à l'article 9. Donc je laisserai évidemment encore plus les éléments que j'ai apportés. On a fait un avant-projet, mais il y a un article scripté dans l'ordination des articles. On est passé directement à l'article 6 à l'article 9. S'agissant de la composition structurelle du parquet financier, ou du parquet national économique et financier, dans les deux textes que nous avons lus, au niveau du parquet financier, donc comprenez avant-projet portant sur le parquet, financier, là encore du procureur financier. Donc le chef du parquet, le chef d'office, c'est le procureur financier. Il a rang du procureur général près la Cour de cassation. Tout comme son office a rang du parquet général près la Cour de cassation. Il y a un corps de magistrats composé de premiers avocats généraux et des avocats généraux. Ensuite, il y a un secrétariat. À part le secrétariat, il y a un corps d'experts et d'assistants techniques. Et à part le corps d'experts et d'assistants techniques, il y a le centre de documentation. Ce sont là les éléments qui vont constituer le parquet financier. Pour le texte qui parle de l'avant-projet, qui parle du parquet national économique et financier, là, il faut toujours faire le distinguo dans le deuxième avant-projet de loi. D'une part, il y a le parquet et d'autre part, il y a le centre spécialisé. Alors, pour le parquet national économique et financier, on parle du procureur général économique et financier, qui lui seul a rang du procureur général et la Cour de cassation, mais on ne dit pas dans le texte si l'institution qui gère a rang d'une institution au même titre que le parquet général pour la Cour de cassation. Mais le procureur général, on lui donne ce rang protocolaire. Il sera secondé par les premiers avocats généraux et les avocats généraux. En dehors des magistrats, il y aura un corps d'experts économiques et financiers qui seront tirés, et là c'est plus explicite dans le deuxième projet, du CNRL, de l'IGM, de la DGDA, de la DGI, de la DGRA, de l'IGF, de l'OCC, du CEC, de l'AC, de l'ARP, etc. En dehors de ces experts, il y aura des assistants techniques et enfin un secrétariat administratif. Maintenant, pour les chambres spécialisées, donc, en dehors du parquet national économique et financier, il y aura deux chambres au niveau de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une première chambre, la chambre de première instance, donc qui va recevoir les dossiers répressifs au premier degré, qui sera constituée de 5 juges, dont 2 assesseurs, et une chambre d'appel, toujours dans la même juridiction, dans la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui sera constituée de 7 juges, dont 2 assesseurs. Vous comprenez que les assesseurs seront tirés évidemment du corps des experts. En dehors, il y aura des présidents et conseillers, des vice-assesseurs, et il y aura un greffe ad hoc. Je me suis posé la question de savoir de quel greffe il sera question, parce qu'on a déjà un greffe organisé au sein de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. S'agissant de la nomination des magistrats, c'est clair, ils seront nommés par le président de la République sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature pour le premier projet. Pour le second projet, ils seront nommés par le président de la République sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, mais après avis du ministre de la Justice. J'ai estimé que cette instruction du ministre de la Justice viole dans le droit positif la Constitution, parce que ce n'est pas prévu. S'agissant de la saisie,
Pour le parquet financier, c'est bien écrit, c'est la plainte écrite, la dénonciation de la saisine d'office. S'agissant du parquet national économique et financier, idem, ça ne change pas, plainte écrite, dénonciation, saisine d'office. Mais pour les chambres spécialisées, la chambre de première instance est saisie, sera saisie uniquement par la requête de fin de fixation du procureur général économique et financier. La chambre d'appel, évidemment, sera saisie par acte d'appel au sein de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. J'insiste pour que vous compreniez qu'il y a quand même des données. S'agissant du régime de privilèges, toujours dans le deux textes, sous réserve du prestige des articles... S'il vous plaît, tolérance, l'avocat général est en train de chuter, s'il vous plaît. On lui accorde quelques minutes, il est en train de chuter, s'il vous plaît. Merci de conclure, monsieur l'avocat général. Merci. Sous réserve du prestige des articles 153 à 166 de la Constitution, pour le premier projet, l'on propose que le règle d'immunité et privilège n'opère pas. Mais de quelle manière, cela n'est pas dit. Pour le second projet, rien de tel n'a été relevé. S'agissant de mesures préventives et coercitives, bien évidemment, dans le cas d'un parquet, il y a la saisie, le gel et tout. C'est prévu dans les deux textes. S'il vous plaît, soyez tolérants et respectueux. S'il vous plaît. Il est en train de conclure, s'il vous plaît. Dans les deux projets, on parle de possibilité d'amende transactionnelle. Je n'entre pas dans le fond du texte, mais la question est de savoir si une personne qui est poursuivie de corruption et de détournement public pourrait être passible d'amende transactionnelle. Est-ce que c'est raisonnable, conformément au principe de l'article 9? Donc, je conclus en disant ceci. Personnellement, l'idée d'un parquet financier ne m'enchantait jamais. Ça, c'est un point de vue personnel. Mais par rapport à l'ampleur de la corruption et à l'ampleur du détournement des deniers publics, et devant la nécessité de résorber ce problème crucial, l'idée d'un parquet financier ne sera valable que si on le structure dans le sens que ça ne tombe pas sur le même tas de ce que nous regrettons aujourd'hui dans le cadre de l'organisation judiciaire. C'est pourquoi j'ai tenu à présenter les deux avant-projets de loi, qui heureusement ne viennent pas de moi, afin que les réflexions qui seront faites soient faites dans le sens d'avoir un parquet légalement bien ficelé, mais qui sera animé bien évidemment par des magistrats de très portée morale et d'une éthique indiscutable, et dont la compétence en termes judiciaires sera secondée par des experts qualifiés en termes d'investigation économique et financière, tel que l'a relevé et souhaité M. Alibeté de l'IGF. Je pense avoir vu... Merci beaucoup, monsieur l'avocat général. Je dirai ma réponse en droit comparé. En France, on a ce qu'on appelle le parquet national financier. En France, on ne parle pas de la corruption comme ici en RDC. Mais alors pourquoi on est allé jusqu'à créer ce parquet national financier? Le besoin se fait sentir par rapport à la particularité de certaines infractions que les parquets dits ordinaires ne peuvent pas prendre en compte, même si on se trouvait à l'Hexagone. Alors, le parquet national financier a été créé en France pour prendre en compte ce qu'on appelle la grande délinquance économique et financière difficilement détectable. La nécessité de ce parquet ne peut être soutenue que lorsqu'on réduit son champ matériel, c'est-à-dire sa compétence matérielle. Si ça porte sur l'ensemble des infractions que l'on connaît déjà, qui sont prises en compte par le code pénal, là, ça sera une confusion totale avec les offices de parquet qui existent. Mais j'aimerais, et je finis par là,
relever, c'est qu'en France, on a pu sérier comme des infractions complexes qui demandent une intelligence technique avancée pour sa prise en compte par le parquet financier. Il y a les atteintes aux finances publiques. Là, on trouve la fraude fiscale complexe, l'escroquerie à la TVA de grande complexité. Vous comprenez déjà que ce genre d'infraction, pour un magistrat ordinaire, c'est difficile à détecter. 2. Nous avons des atteintes à la probité, corruption, trafic d'influence, favoritisme. Là, ça peut passer. Les atteintes au bon fonctionnement des marchés, délit d'initié, diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Et enfin, les atteintes au libre jeu de la concurrence, en tant qu'illicite, abus de position dominante, etc. Donc, c'est pour ces catégories spécifiques des infractions. Par exemple, lorsqu'on parle de concurrence déloyale, si vous allez dans nos cours et tribunaux, vous verrez rarement des décisions judiciaires en la matière. Il y a des infractions qui existent dans des textes particuliers, mais qui seront difficiles à déceler par les magistrats ordinaires, parce qu'ils n'ont pas la complexité technique à le faire mieux que les experts au niveau de l'IGF ou au niveau des autres services d'investigation économique et financière. Donc cette question de parquet financier n'est pas à regarder sous les lunettes ordinaires et sous la coupe des dispositions du code pénal actuel, mais il faut creuser dans les l'échancrure des dispositions pénales, dans leur ensemble, pour savoir quelles sont les infractions qu'il faudra réserver au seul parquet financier et non pas tout mettre dans un même seau et créer la confusion. J'ai dit. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi
copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.